Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de Sens. Au sommaire, ce soir, nous allons parler de dictature. Pendant longtemps, nous avons cru que la fin de la guerre froide marquait aussi la fin des autocraties, que l'histoire allait naturellement dans le sens des démocraties. Et pourtant, 35 ans plus tard, les régimes autoritaires sont toujours là. Certains se sont même renforcés, durcis, refermés sur eux-mêmes. La Corée du Nord en est l'exemple le plus extrême, une dictature héréditaire, isolée, soumise à des sanctions internationales depuis des décennies, et pourtant toujours debout. Le documentaire que vous allez voir raconte cette étonnante longévité à travers l'histoire d'un régime, celui des Kim, qui a transformé l'isolement en arme politique et la peur en mode de gouvernement. La revanche des Kim, un film réalisé par Min Joo-song. On se retrouve juste après pour en parler. À tout à l'heure. Ce que nous venons de voir, c'est le portrait d'une dictature que beaucoup pensaient condamner, mais qui a appris à durer. Un pouvoir qui a su déjouer les sanctions, l'isolement et même la pauvreté. Mais la Corée du Nord n'est pas un cas isolé. D'autres régimes autoritaires, l'Iran, la Russie ou encore le Venezuela, montrent que les dictatures n'ont pas disparu, elles se sont transformées. Alors ce soir, une question traverse notre émission. Pourquoi et comment les dictatures survivent au XXIe siècle? Un nouvel ordre mondial est-il en train de se mettre en place? Pour en débattre avec nous, nos invités que je vous présente. Min Joo-song, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice du documentaire La revanche des Kim que nous venons de voir. Pierre-Antoine Donnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef d'Asia Magazine et du site internet Asialist, également auteur de Taïwan, survivre libre aux éditions Nevicata. Françoise Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et enfin, François Costantini, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, auteur des relations internationales en fiche aux éditions Ellipse. Alors, pour initier ce débat, je vous propose de commencer par le cas le plus radical, la Corée du Nord. Un régime qui semble hors du temps, mais qui traverse les décennies sans s'effondrer. Min Joo-song, dans votre film, ce qui frappe, ce n'est pas seulement la brutalité du régime, mais sa mise en scène permanente. Alors, est-ce que ce pouvoir repose uniquement sur la peur, ou il y a aussi une forme d'adhésion de la population construite dès l'enfance ? Je trouve que c'est une très bonne question et je pense que le régime n'aurait pas survécu autant d'années si elle n'était juste basée sur la peur ou la crainte du peuple. Donc il y a une vraie adhésion sociale qui commence très tôt. C'est-à-dire, on dit souvent que le lavage de cerveau commence à partir de berceau jusqu'à la tombe. Et c'est vraiment un lavage de cerveau. Il n'y a pas de forme d'opposition en interne à votre connaissance. Et c'est un cas possible parce que la Corée du Nord est en fait géographiquement isolée complètement, qui permet en fait au régime de maintenir cet isolement et de fermeture complète du pays. Françoise Nicolas, comment expliquer qu'un régime aussi isolé, aussi sanctionné, tienne depuis si longtemps ? Je pense que ce qui vient d'être dit est parfaitement juste. Le pouvoir en Corée du Nord joue justement sur ce sentiment d'isolement, sur ce délire quasi obsidional. On est assiégé, on est entouré d'ennemis, et c'est ça qui permet au régime de maintenir son programme nucléaire, son programme militaire. C'est justifié par ça, cette volonté de se défendre contre les autres. Et donc les dirigeants unissent tout le pays autour de cette obsession-là. Donc, il faut qu'on soit tous unis pour pouvoir résister à l'extérieur et aux attaques qui viennent de l'extérieur et qui, évidemment, nous veulent du mal. Donc, c'est vraiment ça la logique, je pense, qui préside à cette cohésion nationale qui, effectivement, existe au-delà de la répression. La répression joue un rôle essentiel, c'est clar. Mais il y a cette cohésion. Il y a une adhésion parce que je pense qu'il y a la cohésion et qui tient à cette histoire d'assiègement constant. Alors, François Costantini, justement, est-ce que cette solidité du régime, finalement, est-ce que c'est cela ou l'absence aussi de volonté réelle de la communauté internationale de voir tomber ce régime qui fait qu'il est si pérenne ? Alors, n'étant pas un spécialiste de la Corée du Nord, je me pose quand même des questions en prospective. Qu'arriverait-il si le régime nord-coréen tombait ? Imaginez déjà, on peut comparer, alors,
d'une façon très réduite avec ce qui s'était passé avec la chute du mur de Berlin. Souvenez-vous, l'Allemagne de l'Est qui tombe sur les bras de l'Allemagne de l'Ouest. Alors, à l'époque, le contexte est différent, mais on utilise un certain nombre d'artifices. On va échanger la monnaie, un Deutschmark pour un mark est-allemand, et puis on utilise l'emprunt, on fait monter le Deutschmark. Là, imaginez quand même la Corée du Nord qui tomberait comme ça, comme un fruit mûr, pourri plutôt, pourrait-on dire, dans les bras de la Corée du Sud. Je pense que la Corée du Sud, aujourd'hui, vu ses performances économiques, aurait du mal à l'avaler. La Corée du Sud, d'ailleurs, elle prône un espèce de rapprochement à petits pas. Ouvrir les économies, faire que les familles se rencontrent, des symboles doucement. Mais en effet, cette communauté internationale, que veut-elle ? Elle ne veut pas déjà que la Corée du Nord se dote de l'arme atomique. Alors, il y a des sanctions, mais ça n'empêche pas la Corée du Nord. Ça n'a rien empêché. Qui, contrairement à l'Iran, elle a non seulement l'arme atomique, mais elle a également les lanceurs. C'est-à-dire qu'elle a toutes les capacités de nuisance. Mais en effet, la question de cette chute du régime poserait en termes de, pas de déséquilibre, mais disons d'effondrement et de coûts peut-être humains et sociaux gigantesques, des questions et un défi considérable à pour la Corée du Nord. Pour la communauté du Nord, je pense, oui. Alors, Pierre-Antoine Donnet, vue d'Asie, est-ce que la Corée du Nord est réellement imprévisible ou au contraire, elle est intégrée aux équilibres régionaux ? Alors, je pense que la grande différence entre le grand-père de Kim Jong-un, qui lui était honnêtement plutôt admiré pour son sens, sa vision de l'avenir, etc., son petit-fils est complètement différent. Et il est effectivement, je crois, extrêmement imprévisible. À tel point d'ailleurs que la Chine elle-même, le président Xi Jinping et ses prédécesseurs ont souvent dit nous exerçons des pressions pour empêcher qu'ils se dotent de l'arme nucléaire, maintenant ils l'ont, etc. Mais on n'a pas de contrôle réel sur eux. Mais ce sont quoi les signes tangibles de cette imprévisibilité c'est un peu déjà son mode de vie, son apparence, ses goûts culinaires, et puis parfois des déclarations qui sont totalement dingues. Mais vous voyez, pour revenir à la question d'avant, ce régime ne s'est pas écroulé pour une raison simple, c'est que l'assurance vie de Kim Jong-il, c'est justement l'arme nucléaire. Et donc ce chantage est permanent. Alors, Min Joo-sung, est-ce que vous avez eu le sentiment que cette dictature, elle avait intégré quand même si j'entends ce que vous dites sur l'imprévisibilité de Kim Jong-un, ces codes de communication, de narration et presque ce storytelling politique ? Mais je pense que, alors, Kim Jong-un se veut être vu, perçu comme un leader imprévisible, comme dit M. Donnet. Mais je pense que néanmoins, c'est un pays qu'on peut dire qu'ils ont réussi à instaurer une certaine stabilité. Grâce à ce... En fait, il ne faut pas prendre la Corée du Nord comme une entité à part. Il faut voir où elle est, en fait. Elle se trouve entre la Chine, la Russie, la puissance des États-Unis juste à côté. Donc en fait, c'est un petit coin de l'Asie, mais où il y a 3 puissances nucléaires. Et donc quand il y a... il y a de nombreux pays aussi dans cette zone. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que quand il y a le moindre faux pas d'un côté ou de l'autre, ça va être une catastrophe absolue. Donc, en fait, tout le monde se veut un statu quo. C'est pour ça que en fait, le régime peut exister jusqu'à aujourd'hui. Alors, oui, je vous en prie, Françoise Nicolas. Sur cette question de pourquoi est-ce que le régime tient, enfin, on peut être étonné. En fait, personne n'a intérêt à ce que le régime disparaisse. C'est un peu ça le problème. Même la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud affiche sa volonté de réunification, etc., etc. En réalité, quand il parle de ça, bon, je parle sous le contrôle de notre amie sud-coréenne, je pense qu'il y a quand même une vision très fantasmée de la réunification. Il y a une réunification un peu idéale. Mais la réalité de cette réunification, ça voudrait dire, ce que disait M. Costantini tout à l'heure, ça veut dire prendre en charge les Nord-Coréens qui ont un niveau de vie qui est très, très, très inférieur à celui de la Corée du Sud. Ça voudrait dire des flux de population. Enfin, ça serait un cauchemar pour la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud n'a pas intérêt à ce que ça se passe, qu'il y ait un effondrement. La Chine n'a pas du tout intérêt non plus à ce qu'il y ait un effondrement, parce que cette Corée du Nord, elle fait une sorte de tampon entre la Chine et la Corée du Sud, c'est-à-dire entre la Chine et les États-Unis, en gros. Donc il y a pas mal d'acteurs qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et donc pour qu'on comprenne bien ces sanctions internationales dont on nous parle régulièrement, François Constantini, elles ont encore un sens aujourd'hui ou pas du tout ? Alors personnellement, moi je suis de ceux qui ne croient pas aux sanctions internationales. Imaginez demain que les États-Unis disent à Ali Khamenei, le guide suprême, vous n'avez pas le droit d'aller aux États-Unis.
grand bien lui fasse. Mais ces sanctions internationales, elles sont symboliques. Elles visent en tout cas à isoler un certain nombre de personnes, alors ensuite peut-être passer devant la CPI, mais ça ne marche jamais. Au contraire, moi je pense même qu'elles ont un effet pervers. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que souvent vous avez un rétrécissement économique et vous avez une prégnance notamment du pouvoir politique parce qu'il tient l'économie. Souvenez-vous de Saddam Hussein. L'accord pétrole contre nourriture n'avait fait que renforcer le pouvoir de Saddam Hussein parce que c'était le pouvoir de Saddam qui avait mis la main sur les importations, notamment de nourriture, et qui les donnait à qui bon lui semblait. Voilà. Donc moi je pense que les systèmes de sanctions sont en général inopérants et renforcent le pouvoir en place. Monsieur Donnet. Alors, on a oublié quelque chose aussi. Pourquoi ce régime a tenu si longtemps ? Il y a eu des famines récurrentes, extraordinairement terribles pour la population. Mais qui a aidé la Corée du Nord ? C'est l'Union soviétique puis la Russie d'aujourd'hui et la Chine. Sans ces aides-là, le pays n'existerait pas tel qu'il est aujourd'hui, assurément. Donc, si vous voulez, le système nord-coréen est pratique aussi, d'ailleurs, pour des raisons politiques. Aujourd'hui, pour la Russie, on l'a vu, ils ont envoyé des milliers et milliers de soldats se battre en Ukraine. Donc, chacun y trouve un avantage. Pour la Chine, c'est aussi, bien sûr, un contre-pouvoir face au Japon, face à la Corée du Sud, qui, peu ou prou, est utilisé quand il le faut. Alors, si la Corée du Nord semble unique, elle n'est peut-être que la forme la plus extrême et la plus radicale d'un phénomène plus large. À première vue, tout oppose la Corée du Nord et le Venezuela, l'idéologie, la culture politique et même la région du monde. Et pourtant, les deux régimes ont des similitudes. Alors, l'information est passée un peu inaperçue, mais dans le sillage de la capture de Nicolás Maduro, l'ex-président vénézuélien, par les États-Unis, la Corée du Nord a réalisé un tir de missile hypersonique et son leader a expliqué vouloir consolider la dissuasion nucléaire face aux tensions internationales. François Constantini, qu'est-ce que ces régimes ont réellement en commun au-delà de leurs différences idéologiques ? Alors, ils ont en commun, disons plutôt, un discours de rhétorique et de mobilisation idéologique. On est contre l'axe impérialiste, c'est un petit peu la résurgence de la guerre froide contre l'impérialisme américain. On prétend être un droit des peuples contre un ordre international qui s'instaurait, alors que la plupart du temps, on tient plutôt son peuple sous la coupe. Mais en effet, et puis, alors, il y a des relations qu'ils ont. Il y a des relations qui ne sont pas quand même structurelles. Par exemple, il y a des relations beaucoup plus fortes entre la Russie, l'Iran, entre le Venezuela et la Corée du Nord. Alors, ce sont des relations de sympathie, mais ce ne sont pas, disons, des relations organiques en quelque sorte. On n'est pas véritablement dans un système, on est plutôt dans une espèce de rhétorique. Alors, on essaie d'en appeler à des régimes, et puis on regarde quand il y a des élections, on s'intéresse un petit peu à la Colombie, parce que la Colombie est tombée un petit peu de ce côté-là. Et puis, il y a eu un vote contraire en Argentine, et puis il y a eu une bascule, si on pourrait dire au Brésil, en tant que je ne pense pas que le Brésil d'aujourd'hui rentre du côté du Venezuela. Je pense que Lula est quelqu'un de plus habile qu'on le pense. Disons qu'il y a plutôt une espèce de mobilisation et plutôt il y a le fait de dire également nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire qu'on reproche à ces régimes, à l'Iran, au Venezuela d'être isolés, disant non, nous ne sommes pas seuls, nous avons la Russie, nous avons la Chine, et souvent le discours que vous entendez dire, c'est nous avons la majorité de la population mondiale. Ça, c'est très intéressant. Ils se pensent un petit peu comme le tiers-État se pensait à la Révolution française, c'est-à-dire une majorité légitime qui a le droit de renverser l'ordre, parce qu'ils ont en effet la loi du nombre. Sauf que cette loi du nombre, elle est quand même sous la botte de régime autoritaire. Et donc, cette sympathie, Pierre-Antoine Donnet, procède avant tout d'une logique de survie du pouvoir aussi, d'après vous ? Ou il y a des alliances tactiques ou stratégiques réelles ? Je pense que la Corée du Nord a obtenu un sursis conséquent avec la guerre en Ukraine. Visiblement, c'est très clair. La Russie s'est rapprochée énormément de la Corée du Nord pour y trouver des armements nord-coréens, qui pour une bonne partie d'ailleurs sont assez désuets, mais quand même ils sont là, et également donc ces soldats. Donc je pense qu'aujourd'hui, Kim Jong-un a le sentiment qu'il est maintenant sur la scène internationale comme il ne l'a jamais été. Alors, sur ce point, je vous vois réagir, François Nicolas. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le grand gagnant de la guerre en Ukraine, c'est Kim Jong-un. Pourquoi ? Avant, on disait il est isolé, c'est un pays quand même relativement marginal. Là, il aide la Russie. C'est quand même incroyable. Ce tout petit pays. Ce tout petit pays qui aide une grosse... En tout cas, ce qui se prétend être une grande puissance. Donc déjà là, il existe et il a un rôle crucial. Dans la guerre, je pense que vraiment, il a joué un rôle tout à fait essentiel. Dans la guerre en Ukraine, je veux dire.
Et là, maintenant, il est à nouveau sur la scène internationale comme étant respecté. Et il peut mettre aussi en avant le fait que, justement, il n'est pas isolé puisqu'il a un allié de taille qui est la Russie. Donc là c'est pour Kim Jong-un, je crois que c'est quand même un gain colossal sur le plan diplomatique. Donc les démocraties ont complètement échoué par rapport à ces régimes autoritaires. En tout cas, dans ce cas de figure précis, oui, c'est clair. Et sur l'histoire des sanctions, les sanctions qui sont toujours agitées par les démocraties, je ne suis pas sûr effectivement que ce soit une très très bonne idée, ces sanctions. Les sanctions, déjà, elles ne frappent jamais ceux qu'il faut. En réalité, la population, plus que les dirigeants contre lesquels elles sont... C'est pas ceux qu'on voudrait frapper. Donc ça, c'est un gros problème. Et le deuxième problème massif, c'est que généralement, les sanctions ne sont pas mises en œuvre. En tout cas, pas complètement mises en œuvre. Et on peut toujours les contourner. Et justement, lorsqu'il y a des alliances, en tout cas des associations, des rapprochements entre ces régimes-là, on peut contourner les sanctions encore plus facilement. Donc pour être sûr de bien comprendre, ces sanctions, d'après vous, elles ont un but essentiellement d'affichage. Mais concrètement... Il y a beaucoup d'affichage et les résultats concrets, ils ne sont pas là, c'est tout. Et outre le recours à la force, il y a d'autres moyens concrets qui sont possibles ou envisageables ? Il faudrait, mais ça serait très 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 compliqué, il faudrait qu'il y ait par exemple une éducation de la population pour justement expliquer à la population ce que, il a dit tout à l'heure, que ce qu'on leur raconte dès le berceau n'est pas vrai. Qu'on leur lave le cerveau, mais qu'il y a d'autres régimes qui sont beaucoup plus souhaités que le régime dans lequel ils vivent. Mais ça serait un horizon extrêmement lointain. Injou, vous vouliez réagir ? Oui, en fait, c'est par rapport à la guerre en Ukraine. Je commence d'ailleurs cette histoire avec mon film. C'est-à-dire, juste après le sommet avec Trump, après Singapour, après Hanoï, la Corée du Nord se trouvait tout seule. Et il y avait Covid, évidemment, donc elle se retrouvait vraiment isolée sur la scène internationale. Donc elle a saisi cette opportunité. Tout à fait. En 2022, Kim Jong-un a dit que j'avais trouvé un autre chemin que d'aller dialoguer avec les États-Unis. Avant, pour les dirigeants nord-coréens, serrer la main de dirigeants américains, c'était le grand rêve, c'était l'objectif ultime, d'être reconnu comme un pays normal, diplomatique. Avec les États-Unis, c'était leur rêve absolu. Maintenant, ils n'ont plus besoin. Ils ont la Russie, ils ont la Chine. La scène qu'on voit en septembre 2025 sur la place des Tiananmen, c'était vraiment le grand succès de Kim Jong-un. Diplomatique et interne de Kim et il a Jong-un. ramené d'ailleurs sa fille pour montrer que, vous voyez, pour le début de sa diplomatie internationale. Pierre-Antoine Denay, vous vouliez réagir sur ce point ? Non, je partage tout à fait votre avis. Ça a été en fait une consécration, parce que cette image est absolument frappante. On voit trois dirigeants, un qui est un véritable tyran, Kim Jong-un, et puis deux régimes illibéraux qui finalement font... Regardez, voilà, l'image est extraordinaire, avec Poutine. Donc, d'une part, la Chine, évidemment, n'a jamais condamné cette opération spéciale en Ukraine déclenchée par Poutine, mais ils sont très copains. Et là, on voit la bande des trois s'afficher dans toute leur puissance véritable ou simulée. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mise en scène, beaucoup de théâtre, et ça, vous l'avez signalé vous-même. Alors, on l'a dit, les sanctions économiques ne marchent pas. Le recours à la force n'est pas toujours souhaitable et possible. François Constantini, pourquoi les crises économiques et la situation de grande précarité que peuvent subir les populations, parfois dramatiques, pourquoi cela ne provoque pas automatiquement l'effondrement de ces régimes? Je pense évidemment à ce qui est en train de se passer en Iran et aux mobilisations qu'il y a actuellement contre le régime du fait de ces situations de précarité. Alors, toute la question est de savoir quelles sont les issues de sortie des régimes. C'est-à-dire que souvent, il y a une Vénézuélienne là, qui racontait, réfugiée, disait, qui était ingénieure, j'allais travailler le matin pour un paquet de farine. Ça, parce que souvent, les gens sont tenus par les subsides. Alors, il peut y avoir des émeutes de la faim. On sait qu'en Corée, il y a eu un certain nombre de problèmes. Il y aurait même eu, je parle souvent des cas d'anthropophagie, notamment au moment des crises alimentaires très graves. Alors, la question est de savoir, en effet, si le peuple... Qui a en effet une porte de sortie? Si c'est le peuple ou c'est le régime? Si c'est le régime parce qu'il a en effet un accès aux denrées, souvent qu'on négocie, la Corée contre les sanctions, contre la levée de sanctions, la Corée du Nord avait obtenu la levée souvent pour 1 milliard, 2 milliards d'euros de denrées alimentaires, c'était une denrée clé, et savoir si c'est le régime ou si c'est le peuple. Là, en Iran, il semble qu'on a aujourd'hui une conjonction. Il y a un régime qui est depuis
47 ans, est totalement haï, mais ensuite, il y a des émeutes de la faim, il y a la faillite d'un système, il y a tout qui tombe, et ne tiennent en effet que ceux qui ont l'intérêt. N'oublions pas également qu'au Venezuela, il y a eu quand même au départ un fait démocratique. L'arrivée de Chavez au pouvoir n'est pas contestable sur le plan des urnes. Ensuite, il s'est maintenu le pouvoir, surtout Maduro, avec des moyens totalement illégaux, en trompant le reste des élections. Mais ce qui a quand même déclenché au Venezuela la crise, c'est également la faillite totale du système économique, notamment du socialisme vénézuélien. Ça c'est avec un pays riche, paradoxalement, qui est devenu un pays, notamment avec une ration alimentaire très en dessous des normes mondiales. Voilà. Alors, ces dictatures, Françoise Nicolas, elles survivent parce qu'elles sont fortes ou parce que les démocraties qui les entourent sont finalement assez divisées, hésitantes. Les deux, mon capitaine, comme on dit. En fait, ces dictatures, elles sont effectivement assez fortes. Et je pense que là, il y a une capacité aussi de ces régimes à instrumentaliser les situations de difficultés économiques. Et c'est là qu'ils sont très forts. Précisément, vous avez, je sais pas, une famine. Alors, ça pourrait conduire à des émeutes de la faim. Mais enfin, pour se révolter, il faut quand même avoir un tantinet à manger, un petit minimum à manger. On se révolte pas si on n'a vraiment rien à manger. Et là, vous aurez une instrumentalisation par le pouvoir de ces difficultés pour rester en place, pour expliquer que justement, il faut se serrer les coudes encore plus et que c'est le régime qui a raison. Donc, c'est là que j'identifierais quand même une assez grande force de ces dictatures. Min Joo-Song. Je pourrais rebondir sur cette question de démocratie. Je pense que ce n'est pas parce que le système démocratique en soi est faible par rapport à ces dictateurs, mais c'est juste, j'ai l'impression que les dictateurs, ils savent très bien qui sont les défauts et les failles du système démocratique. Et on n'est pas sur le même temps pour les temporalités. Ni sur les mêmes modèles. Ils sont sur 3 générations. Et nous, on a un système avec un mandat de 5 ans où c'est impossible d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire le président actuel sud-coréen avec les Nord-Coréens dans 5 ans, 10 ans, 30 ans. Alors qu'on sait très bien ce que Kim Jong-un voudrait pour son pays d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il va appliquer, il va dire ce qu'il va faire, il va avoir son plan sur 5 ans, 10 ans, et il va l'appliquer et c'est ça qui est le problème. En tout cas, vu de l'Occident, on pensait que l'avenir de l'humanité, c'était la démocratie par rapport aux dictatures. C'est en tout cas ce que l'on a longtemps pensé au moment de l'effondrement du mur de Berlin. François Constantini, est-ce que vous diriez que l'on s'oriente aujourd'hui vers un nouvel ordre mondial ? L'ordre mondial, on en parlait déjà. Le nouvel ordre mondial, c'est un mot qui avait été prononcé par George W. Bush, père, lors du discours de l'État de l'Union en 1991. Au moment de la guerre mondiale, il disait qu'il y avait un nouvel ordre mondial, avec en effet ce que Hubert Védrine va appeler l'hyperpuissance américaine, le condominium. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui est en train de naître, c'est en fait un monde multipolaire, une contestation de l'ordre américain par plusieurs pôles. Ce qu'on va appeler le Sud global, paradoxalement, le Sud global, il est dirigé par des États de l'hémisphère nord, c'est-à-dire la Chine, la Russie, qui ont des sympathies dans le Sud, en fait, disons-le, dans l'ancien tiers-monde, dans l'ancien pays, dans les pays d'Afrique, non alignés, en Afrique. Ça, si vous parlez, par exemple, on parlait de la guerre en Ukraine, mais il y a très peu de pays qui soutiennent l'Ukraine, à part l'Union européenne. Prenez les votes aux Nations Unies, à part l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays, au-delà du G7, vous avez très peu à l'Ukraine. En fait, il y a un monde qui émerge, une réalité. Vous avez la Chine, le duopole. Alors, duopole entre la Chine et la Russie, qui, à mon avis, n'est pas quelque chose encore de très structurel, mais plutôt une coalition d'intérêts. Il y a l'Inde, dont on entendra parler. Et puis, il y a des pays qui étaient des puissances moyennes qui veulent rejoindre ce grand. On peut parler, par exemple, de la Turquie. On peut parler, par exemple, de certains pays latino-américains, comme le Brésil. Il y a un monde, en fait, le nouvel ordre mondial est un ordre multipolaire. C'est un ordre à la fois qui est assis sur la légitimité des nations, mais qui n'en est pas moins un monde peut-être beaucoup plus dangereux. Et dans ce monde multipolaire, est-ce que finalement les autocraties ne sont pas amenées à durer, Françoise Nicolas ? Je crains qu'elle ne dure, effectivement. Mais moi, je parlerais plutôt d'un désordre multipolaire, plutôt que d'un ordre multipolaire, si vous me permettez. Je vous permets tout à fait. Et là, je pense qu'on a longtemps cru, nous, que notre modèle était enviable et était envié par tous. Et là, je pense qu'il faut qu'on... C'était le seul modèle. C'était le seul modèle possible de toute façon. Mais je pense que là, il faut qu'on ouvre les yeux. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vrai. Cette conviction qu'on avait est totalement infondée. Et donc, il y a des pays qui ont voix au chapitre.
là aussi, il faudrait qu'on réalise ça. Alors que pendant longtemps, en réalité, on avait sous notre coupe toute une série de pays, et puis ils n'avaient pas trop le droit de s'exprimer, et tout allait bien comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on va vers un monde qui va être assez confus, assez complexe, effectivement multipolaire, et pour mettre de l'ordre dans tout ça, ça va être compliqué. Alors dans ce monde confus et multipolaire, Pierre-Antoine Denet, on se souvient que Donald Trump, lors de son tout premier mandat, avait fait une priorité de s'occuper de la Corée du Nord. Il appelait son dirigeant Rocketman. Alors que ces derniers temps, le président des États-Unis montre une certaine hyperactivité au niveau mondial. Je pense évidemment au Venezuela, mais pas uniquement. Il ne parle plus tellement de Corée du Nord. Pourquoi est-ce qu'il va s'y intéresser ? Ses priorités ont changé. Je crois que ce qui se passe en ce moment, le Venezuela en a été un exemple, c'est que il est très difficile de savoir ce qu'il pense chaque matin. D'ailleurs, ça change tout le temps. Mais pour moi, c'est aujourd'hui devenu le principal artisan de ce qui était la plus grande démocratie du monde, d'un chaos naissant. Et là, je vous rejoins en disant c'est vrai qu'on peut parler de désordre mondial et on s'achemine vers beaucoup plus que ça. Parce que quand on regarde les équilibres qui sont en train de changer énormément, on voit une Chine qui est de plus en plus puissante, qui d'ailleurs devient décomplexée et affirme sa puissance, face notamment aux États-Unis. Et on voit effectivement des démocraties qui commencent à s'interroger sérieusement, parce qu'elles sont intrinsèquement fragiles face à des États totalitaires qui, eux, sont forts, parce que les tyrans au pouvoir, ou les dictateurs ou autres, donc une idée, c'est de rester. Donc il y a d'un côté des systèmes extrêmement répressifs, lavage de cerveau y compris, où l'information ne circule pas, sauf la désinformation du régime, et en face des démocraties qui, malgré tout, ont quand même encore, à mon sens, des raisons d'être. Moi, je pense que la nature humaine, rien ne remplace les libertés individuelles. Je dis ça peut-être encore un peu naïvement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mise à l'épreuve est terrible. Alors, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, ce point. Au fond, il y a toujours eu des dictatures et des démocraties. Mais est-ce que ça n'a pas été une erreur de penser que les démocraties et que ce modèle-là uniquement triompherait ? Si, je pense que ça a été une erreur, mais aujourd'hui, ce qui complique encore la donne, c'est que l'une des plus grandes démocraties au monde ne donne vraiment pas l'exemple. Et est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale encore, pour un temps, mais je parle des États-Unis. Ouais. Et elle ne donne pas l'exemple en tant que démocratie. Donc là aussi, c'est quand même un gros problème, si vous voulez. Il est très facile, c'est vraiment pain béni pour les régimes illibéraux de pointer toutes les failles, les défauts, les errements de ces démocraties. Donc... Non, Trump ne nous aide pas, pour parler franc. Alors, si ces dictatures résistent et que les démocraties semblent comme ça de plus en plus hésitantes, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines démocraties, peut-être même la première d'entre elles, qu'elles basculent elles-mêmes vers des formes de pouvoir qui seraient un peu moins démocratiques et moins respectueuses des libertés individuelles ? Moi, je suis un petit peu... j'ai une prise de position un petit peu différente. Alors, allez-y. Je pense que Trump, en effet, sous les qu'on lui connaît, exubérant, changeant, n'est pas quelqu'un qui modifie de façon considérable les paramètres américains tels qu'on les connaît depuis un siècle et demi. Il a été le premier président américain, à l'affaire du Venezuela, de prononcer le nom de Doctrine Monroe. Doctrine Monroe, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains, ça veut dire les Européens, si vous voulez, vous n'êtes plus concernés par ce qui se passe en Amérique latine. D'ailleurs, c'est assez curieux. J'ai toujours trouvé ça assez ironique que les anti-américains s'appellent la gauche bolivarienne, alors que Simon Bolivar est un homme qui a été armé, financé par les États-Unis pour provoquer les indépendances latino-américaines. C'était l'homme des États-Unis. Et en fait, Trump suit... Alors, avec son style, avec son populisme, ce qu'on veut, mais il suit une logique américaine. Prenez Barack Obama, était quelqu'un de très actif en Asie, en Europe, partout, etc. L'administration américaine, certes avec une volonté de convaincre, de dialogue, etc., qui n'était pas le côté abrupt de Trump, mais moi, je ne vois pas un changement des constances américaines. Alors, avec Trump, il y a peut-être une différence. Il y a une différence. Alors, peut-être c'est que Trump, à terme, je pense, prépare en effet la rivalité avec la Chine. La rivalité avec la Chine, soit ça va être l'affrontement, soit ce que demande Kissinger, c'est-à-dire qu'on établisse un condominium et que finalement on accepte que les uns et les autres on domine le monde et on se le partage. Ça, c'était la doctrine Kissinger, son fameux livre de la Chine. Mais je ne pense pas qu'il y ait diamétralement un changement. Je pense qu'il y a une volonté de défense des intérêts américains. Alors c'est vrai, c'est America First, c'est moins en effet l'Amérique dans le camp des démocraties de solidarité, le lien transatlantique, mais on n'est pas aujourd'hui quand même
même dans une phase qui sort véritablement de l'histoire des États-Unis traditionnelle, diplomatique, stratégique, telle qu'on l'a connue. Et est-ce que dans ce nouvel ordre ou désordre mondial, comme vous l'avez dit, où la démocratie recule, Françoise Nicolas, on est dans un monde en transition vers peut-être quelque chose de nouveau, ni tout à fait démocratique, ni purement autocratique, avec une espèce d'équilibre hybride inédit. Je pense qu'on est effectivement en route vers quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Et c'est pour ça qu'on est un peu perdu aujourd'hui. On ne sait pas vraiment comment les choses vont se jouer, comment les pouvoirs vont se répartir. Donc non, je pense qu'on est vraiment dans le flou. On va vers quelque chose d'inédit. Moi, ma réponse, elle est très simple. C'est qu'on en arrive de nouveau à la loi du plus fort, comme le montrent d'ailleurs quotidiennement les États-Unis aujourd'hui. Et là, je vous rejoins dans votre analyse. Et que cette loi du plus fort, on revient finalement à l'avant-deuxième guerre mondiale, avec des points d'interrogation énormes sur vers quoi le monde se dirige. Avec d'un côté une Chine de plus en plus puissante, menaçante pour ses voisins, je le précise, et les États-Unis, dont la Chine se félicite de son naufrage. Merci à tous les quatre pour vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Enquête de Sens revient la semaine prochaine avec un documentaire sur le harcèlement sexuel au travail réalisé par Andrea Rolling-Gaston et Laurent Folléa. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Mathieu Croissando pour notre émission d'actualité. Pour tout dire, très belle soirée à toutes et tous sur T18.